Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Salut à tous et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Donc voici d'abord les principales articulations. Célébration ce jeudi du 35e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Vous suivrez au cours de cette rétrospective hebdomadaire les avis des uns et des autres. Nous revenons sur cette crainte des résidents de la colline Wuheka du Pire suite à une carence d'eau potable qui s'y observe et la découverte de plus de 10 cas de choléra. Survenu pour la troisième fois d'un incendie au lycée Moussema de la commune Matongo en province Moutagnelela. Vous suivrez également l'assurance par l'usine de fabrication de fertilisants organominéraux FOMI de la disponibilité à temps des intrants pour la saison culturelle B. Assurance également par la Banque centrale que des problèmes d'interopérabilité entre les banques et institutions de microfinance et de files d'attente dans ces dernières, que ces problèmes seront résolus en 2026 par l'évolution de la technologie financière. Les détails, c'est dans un instant. Rétro Hebdo. Je vous le disais tantôt, célébration ce jeudi du 35e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Le parti UPRONA, Union pour le progrès national, s'est opposé à toute action de nature à attiser la discrimination sociale. Son président Olivier Nkurunziza a dénoncé un relâchement considérable quant à l'honneur du drapeau de l'unité nationale. Je vous prie d'écouter Olivier Nkurunziza. Il a été traduit en français par Odilon Ngedimana. Si on évalue l'étape déjà franchie, nous devons continuer à nous associer, accentuer les efforts dans la mise en œuvre des valeurs dudit pactées, lutter contre toute source de conflit, enlever toute forme de discrimination dans les partis politiques. C'est ce qui est à la une. Dans le passé, il y avait discrimination ethnique, régionaliste. Dans d'autres pays, c'est basé sur l'appartenance religieuse. Il faut lutter contre tout cela au quotidien. Les leaders doivent prendre le devant pour couper court à toute source de division des Burundais. C'est désolant de constater que lors des cérémonies d'investiture du président, il tenait à main le drapeau national et celui de l'unité nationale. Mais ce n'est plus le cas et nous ne savons pas pourquoi. Lorsque nous nous rendons au ministère en charge de l'Intérieur pour acheter un drapeau de l'unité nationale, nous n'en trouvons guère. La disparition des symboles de l'unité nationale, le gouvernement devrait nous l'expliquer. La position du parti UPRONA est que les symboles ne devraient pas disparaître. Ainsi, les générations futures, lorsqu'elles demanderont leur signification, on leur expliquerait que c'est un drapeau en mémoire des moments de crise que les Burundais ont traversés, qu'il y a eu de violence et donc que personne ne songe plus à de pareils actes. Les symboles de l'unité nationale, leur disparition nous amène à penser que même la charte sera supprimée. C'est du moins les préoccupations du parti UPRONA. Même la célébration risque d'être annulée. Si une personne annule quelque chose sans en fournir la raison, cela veut dire qu'il y a un agenda caché. Le parti UPRONA estime que la charte de l'unité nationale a plus d'avantages que d'inconvénients. Nkurunziza Olivier, il est le président du parti UPRONA. Vous l'avez suivi dans la traduction en français d'Odilon Ngedimana. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, considère qu'il y a eu un manque de détermination de la part des signataires de la dite charte, ce qui, selon lui, a entraîné des cycles de violence. Le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri, a plaidé pour des mesures incitatives afin que les Burundais, toujours en exil, puissent regagner le bercail. Je vous propose d'écouter Gabriel Rufyiri. L'unité nationale a des préalables pour qu'il puisse s'enraciner dans les veines des Burundais. L'accord d'Arusha avait comme objectif la résolution définitive des conflits qui ont endeuillé le Burundi depuis plusieurs années. Malheureusement, cet accord, excusez-moi du terme, dans la plupart des cas était jeté dans les oubliettes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme principale cause des conflits au Burundi? C'est la discrimination et la volonté de vouloir s'accaparer le pouvoir et la richesse du pays par un groupe d'individus
en s'appuyant sur le régionalisme et l'ethnisme. Voilà les vraies causes de ce qui nous a divisés. Et réellement, c'est vrai. Dans un pays, l'équité est un élément très très important en matière d'avoir une nation paisible. Dans tous les pays, avoir des réfugiés à l'extérieur du pays, c'est une menace grave. Un pays qui a plus de 200 000 citoyens qui ne sont pas dans le pays. On ne peut pas prétendre en aucune manière ce que je peux appeler la cohésion sociale d'une manière durable. C'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des mesures, surtout ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Donc, il faut des mesures incitatives. À cet effet, l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya a appelé à l'examen de conscience chez les Burundais, quitte à ce que les erreurs commises après l'adoption de la charte soient corrigées. Suivez. On est arrivé à rédiger la charte de l'unité nationale qui a été finalement adoptée par référendum le 5 février 1991. La question que je peux me poser, c'est de savoir si les Burundais nous avons vraiment intégré dans notre vie les principes qui sont contenus dans la charte de l'unité nationale. Parce que à peine 2 ans après, le Burundi a connu une des plus graves crises de son histoire. Et toutes les violences massives qui ont suivi après. Et cela 2 ans après la charte. Une charte justement qui était destinée à cimenter l'unité du Burundi. Nous attendons maintenant donc les conclusions de la commission Vérité et Réconciliation. Mais on peut dire que depuis, il y a bien sûr des progrès qui ont eu lieu, qui font qu'aujourd'hui, les Burundais sont davantage tolérants, sont davantage cohabitants entre eux au vu de ces différences à caractère ethnique entre guillemets dont on parle. Je crois donc qu'il y a des pas qui ont été franchis. Maintenant, il faut les consolider. Et on ne les consolide pas d'une autre façon. C'est la bonne gouvernance, c'est la justice, c'est le droit équitable à tous les enfants du Burundi. Rétro Hebdo. Radio Indundi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Page sécurité. Un incendie s'est déclaré pour la 3e fois au lycée Musema de la commune Matongo en province Butanyerera. Le responsable scolaire a indiqué ce mercredi que l'origine de cet incendie reste inconnue, mais a précisé que des enquêtes sont en cours. Depuis Butanyerera, Jean Nahimana, correspondance. Selon les propos de Pensé Kouboayo, directeur du lycée Musema, un incendie s'est déclaré vers 17h au moment où les élèves faisaient l'étude du soir. Le feu a été aperçu dans le dortoir des garçons. Il précise toutefois que l'incendie a été rapidement constaté, puis les élèves et les agents chargés de la sécurité de la localité sont intervenus pour l'éteindre au moment où seuls 2 matelas avaient déjà été consumés. D'après le chef de cet établissement, l'incendie pourrait être d'origine criminelle, étant donné que l'endroit où il a commencé se trouve loin des installations électriques, même si les auteurs de cet acte n'ont pas encore été identifiés. Le directeur ajoute que dans la matinée de ce mercredi, il a immédiatement convoqué une réunion regroupant les élèves, les enseignants de cette école ainsi que les autorités administratives et sécuritaires afin de réfléchir ensemble aux mesures à prendre pour mettre définitivement fin à ces incidents d'incendie qui se répètent dans cette école. Il faut signaler qu'il s'agit du 3e incendie survenu dans cet établissement dans un délai ne dépassant pas 2 mois. Le premier a eu lieu le 18 du mois de novembre passé, le second le 25 du même mois, occasion au cours de laquelle un élève a perdu la vie et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment plus de 100 matelas, des livres et divers effets appartenant aux élèves du dortoir. Concernant l'incendie survenu la nuit dernière, le directeur de cette école indique que des enquêtes ont déjà commencé. Depuis la commune Matongo en province Butanyerera, Jean Neyman pour la radio Indundi Culture. Des élèves de l'école technique Nyawigina en province Burunga ont affirmé qu'ils sont actuellement exposés à des maladies comme la grippe, presque 4 mois après un incendie qui s'est déclaré à leur dortoir, aujourd'hui non réhabilité malgré des promesses du ministère de l'Éducation après l'incendie. Ils font savoir qu'ils dorment serrés et sur le sol, plaidant ainsi pour la reconstruction de cette infrastructure. N'est-ce pas, Serge Sindaïgaya?
Les élèves de l'école technique secondaire de Nyabigina affirment être exposés à différentes maladies, notamment le paludisme et la toux, depuis l'incendie qui a ravagé leur dortoir. Ils indiquent que cette situation est liée au fait qu'ils dorment à même le sol, très serrés les uns contre les autres et sans possibilité de se protéger contre les moustiques. Il y a lieu de contamination des maladies comme la grippe qui s'est déclarée dans ces derniers jours. On s'observe que c'est un problème. Il n'est pas facile de mettre des moustiquaires du fait que nous n'avons pas de lit. Si on fait le dépistage, on trouve directement la malaria. Parmi nos camarades de classe, 5 ne sont pas du tout présentés en classe. Ils souffrent du paludisme. Ils ajoutent que les conditions d'apprentissage se sont également détériorées car ils ont été contraints de se déplacer pour étudier vers une autre école située en dehors de leur établissement. Celles-ci ne disposant pas d'éclairage, ce qui rend les révisions nocturnes difficiles et complique aussi le suivi de leur discipline. La sécurité est relativement bonne. Au lycée communal, là où nous révisons nos cours pendant la matinée, l'endroit n'est pas bien éclairé et nous sommes obligés de faire nos études à l'extérieur. Là où nous sommes pour le moment délocalisés, l'endroit n'est pas électrifié. Les élèves demandent au ministre de l'Éducation, François Habyarimana, de reconstruire leur dortoir comme il l'avait promis lors de sa visite du 13 octobre, au cours de laquelle il leur avait également fourni des matelas et autres matériels pour qu'ils puissent continuer les cours. On nous a promis de réhabiliter ce dortoir et nous n'avons pas jusqu'ici de nouvelles. Nous demandons au ministère de nous aider à reconstruire cette infrastructure totalement calcinée afin de nous retirer dans ces anciennes salles de classe où nous dormons et par la suite nous pourrons regagner notre école et cela nous permettra de nous entraider. Lors de sa visite, le ministre François Habyarimana les avait encouragés en déclarant que la réhabilitation de leur dortoir ne va pas tarder pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Nous avons constaté que vous avez fait recours à cette salle de classe. Selon les prévisions du ministère relatives à la réhabilitation des écoles, nous allons prendre une part et nous allons précipiter à le reconstruire pour en faire rejoindre votre place respective. Rappelons que le dortoir des garçons de deuxième année de cet établissement a été détruit par un incendie le 11 octobre dernier, juste au début de l'année scolaire en cours, sans qu'aucun bien se trouvant à l'intérieur ne puisse être sauvé. Depuis Burunga, Serge Sindaigaya pour la radio Une Culture. Toujours en province Burunga, plus de 10 cas de choléra ont été évacués dimanche dernier à l'hôpital de district sanitaire de Nyanza-Lac en commune Nyanza de la province Burunga. Tous les malades étaient originaires de la colline Buheka de la même commune. Les résidents ont tiré une sonnette d'alarme craignant le pire et évoquant la carence en eau potable comme premier facteur favorisant cette maladie. C'est une information que nous devons à notre correspondant à Burunga, Serge Sindaigaya, lu par Jean de Dieu Nahimana. Les informations recueillies en commune de Nyanza indiquent que tous ces malades proviennent des 5 sous-collines de la colline Buheka. Il est rapporté qu'ils ont tous été admis à l'hôpital depuis dimanche 1er février. Des informations provenant des autorités administratives de la colline Buheka confirment que cette situation serait liée au manque d'eau potable. Les habitants de cette colline s'approvisionnent dans les marais traversant la colline, notamment Gwaba, Nyabarere, Itimbagwe, Muyovozi et Gitotwe. Les résidents de cette colline dénoncent par ailleurs ce qu'ils qualifient de détournement de fonds destinés à l'adduction d'eau potable sur cette colline. Certains témoignages indiquent qu'en 2020, plus de 100 millions de francs burundais avaient été collectés, mais qu'aucun projet d'approvisionnement en eau n'a été réalisé. Il précise que la colline compte environ 12 000 habitants et que chaque ménage avait contribué à hauteur de 8 000 francs burundais pour le projet d'adduction d'eau. À ces contributions des habitants, se seraient ajoutés 10 millions de francs burundais fournis par le diocèse catholique de Bururi ainsi que par des natifs de cette colline vivant à l'étranger. Les habitants de la colline Buheka demandent aux autorités de demander des comptes aux responsables d'alors afin d'éclaircir l'utilisation de ces fonds. Signalons que l'épidémie de choléra a déjà été signalée sur plusieurs collines de la commune Nyanza où des informations font également état de pertes en vies humaines.
Restant à Burunga, mais cette fois-ci en commune Makamba, où il y a des difficultés croissantes d'accès au carburant au chef-lieu de la province Burunga. Des responsables de différents services dénoncent l'impact de cette pénurie sur leurs activités quotidiennes, mais pointent également des irrégularités dans la distribution du carburant. Les autorités administratives ont rejeté ce samedi ces accusations, parlant d'une distribution équitable malgré la rareté de ce produit pétrolier. Encore une fois, Serge Sindaigaya pour les détails. Les responsables de différents services du chef-lieu de la province de Burunga disent éprouver de sérieuses difficultés dans l'exécution de leurs activités quotidiennes suite au manque de carburant. Selon eux, le carburant devient de plus en plus rare dans les stations-service de la ville de Makamba et lorsqu'il est disponible, de longues files d'attente se forment, ce qui perturbe fortement leur programme de travail et rend très souvent redouille. Ces responsables déplorent également que lors de la distribution du carburant, la priorité ne soit pas toujours accordés aux services qui en ont le plus besoin. Pourtant, ajoute-t-il, ces mêmes services sont appelés à remplir correctement leurs missions alors que le carburant constitue un élément indispensable à leur fonctionnement. Il souligne que cette situation affecte particulièrement les organisations privées, notamment les entreprises de communication, les banques, les ONG ainsi que d'autres institutions ne relevant pas du secteur public. Par ailleurs, certains usagers dénoncent des irrégularités observées dans certaines stations-service. Il y parle notamment de soupçons de tricherie liés au mauvais réglage des pompes de distribution. Selon ces derniers, ces pratiques les obligeraient à payer plus cher que les quantités réelles de carburant reçues. Il donne l'exemple d'un réservoir d'une capacité de 60 litres qui peut être déclaré plein à 70 litres dans certaines stations-service. Face à cette situation, ces responsables demandent aux autorités administratives de faciliter l'accès au carburant chaque fois qu'il est disponible afin de leur permettre d'accomplir efficacement leurs missions. Il sollicite également l'intervention du bureau burundais de normalisation BBN pour contrôler les stations-service soupçonnées dans ces pratiques et prendre des mesures appropriées. De son côté, l'administrateur de la commune de Makamba, Prosper Bizimana, rejette les accusations de distribution inéquitable de carburant. Il affirme néanmoins que lorsque le carburant est disponible, la distribution se fait de manière équitable et précise que pour des véhicules de transport servis, 5 véhicules appartenant à différents services sont également approvisionnés. L'administrateur de Makamba reconnaît toutefois qu'il arrive que certains véhicules en attente ne soient pas servis, mais assure que les autorités locales s'efforcent de partager équitablement le carburant disponible. Quant aux soupçons de fraude dans certaines stations-service, les responsables du bureau burundais de normalisation BBN n'ont pas encore réagi sur les mesures envisagées pour mettre fin à ces pratiques. Depuis Makamba, chef-lieu de la province de Burunga, Serge Sindaigaya pour la radio Une Culture. Serge Sindaigaya, dans quelques poussières de secondes, la suite de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Parlons agriculture à présent. Des producteurs agricoles de différentes localités de la province Ruhumuza plaident pour qu'il y ait un programme de greffage des avocatiers à tout ménage pour la préservation des terres cultivables. Les conseillers chargés de l'agriculture dans des zones de Ruhumuza indiquant toutefois que des greffons ne sont pas disponibles partout, mais parlant d'un programme de greffage pour l'amélioration de la production des avocatiers. Pantaleon Nakarutimana pour plus de précisions. Ces agriculteurs de localité de la province de Ruhumuza qui plaident pour le greffage de tout avocatier se disent inspirés par des avantages de greffage selon lesquels un avocatier parvient à la floraison sans atteindre la hauteur élevée et avec moins d'ombrage. Aussi, est-il important de souligner au moment de l'exécuter des terres cultivables et l'adoption des parcelles dans des centres urbains naissants, le greffage pourrait conduire tout ménage à disposer des arbres fruitiers. Un avocatier ayant subi le greffage peut cohabiter avec d'autres plantes et les laisser générer des récoltes promettantes et générer à son tour des avocats appréciables en quantité et qualité désirables selon la pertinence des greffons. Pour des conseillers chargés d'agriculture dans différentes zones de la province Ruhumuza interrogés, l'idée de ces agriculteurs est parfaitement fondée, d'où des formations sont nécessaires pour mettre à la proximité du producteur
et un agent chargé de greffage, sans oublier des greffons pour la réalisation du dit projet. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Union d'écriture disent qu'avec la possibilité du greffage, les fruitiers pourront être multipliés et le rendement qu'ils généreraient pourrait ravitailler les caisses fiscales du gouvernement. Depuis Buhumuza, Pantaleon Nakarutimana, Radio Union d'écriture. Pantaleon Nakarutimana, toujours page agriculture. L'usine de fabrication de fertilisants organo-minéraux a rassuré ce mercredi à la clôture d'une visite de stocks provinciaux aux producteurs en attente des intrants pour la saison culturelle B en cours que ces intrants seront disponibles dans les stocks nationaux. L'usine a confirmé toutefois la carence des intrants de type Bagara, mais qu'ils sont attendus en moins d'une semaine, selon les propos du directeur commercial de la même usine, Jean-Pierre Nzobandola. Il est revenu également sur des retards répétitifs constatés dans la distribution des intrants. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Nzobandola, directeur commercial au sein de la FOMI. Pour la saison B, appelée en Kirundi Meshi, l'engrais qui est utilisé en grande partie, c'est l'engrais Imbura. Et pour le moment, nous approchons 15 000 tonnes de Imbura, utilisé spécialement sur les légumineuses. Et en grande partie, le haricot pour la saison B. Nous avons à peu près 4 000 tonnes de urée qui n'est pas très utilisé pendant la saison B parce que l'engrais urée est utilisé sur les céréales, en grande partie le riz, le blé. Et nous avons la dolomie ici à Gitega. Nous avons un beau stock, plus de 3000 tonnes de dolomie qui sera utilisé. Nous avons le marché de la dolomie dans 3 communes parce que le marché de la dolomie au niveau national est partagé entre plus de 10 fournisseurs. Alors, nous nous occupons la commune de Muramvya, la commune de Gitega et la commune de Gishuru. Donc, avec la dolomie qui se trouve ici, je pense que cette quantité va servir convenablement. Enfin, c'est Bagara dans les différents stocks. C'est pas fréquent, mais là aussi, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'avec Bagara, la question peut être résolue en une semaine ou 2 semaines. La quantité demandée, totalement produite et disponibilisée pour les agriculteurs. Santé à présent, l'association des familles victimes de l'infertilité au Burundi déplore des cas de discrimination que subissent ces familles suite à ce problème. Le représentant légal de cette association, Deogracias Muhigigwa, a regretté les coûts élevés pour le traitement de l'infertilité, ce qui fait que ces ménages demeurent avec des crédits, demandant ainsi des facilités à l'État en aidant à ce que ces soins soient couverts par les mutualités. Suivez Deogracias Muhigigwa, représentant légal de l'association des familles victimes de l'infertilité au Burundi. Les défis majeurs que nous voulons relever sont entre autres, d'abord, il ne faut pas qu'il y ait discrimination parce que nous sommes des personnes comme tant d'autres. Personne n'a voulu que ça soit ainsi. Tout le monde a besoin de se reproduire, mais comme c'est un problème qui vient comme ça, la population devrait nous comprendre et ne pas nous traiter d'inhumains. Les conséquences qui affectent les couples infertiles sont multiples. Par exemple, il y a des conséquences comme l'isolement, la discrimination. Il y a aussi des conséquences économiques parce que les traitements de l'infertilité coûtent très cher. Ce qui tend à ce que les familles qui souffrent de l'infertilité sont souvent très endettées pour cause de traitement. Alors, si on n'a pas d'argent, vous savez que la vie devient difficile. On est privé de beaucoup de choses à cause de ce problème d'infertilité. Le message que je peux adresser aux couples qui n'ont pas encore eu d'enfants, s'isoler n'est pas bon. Quand on a un problème, il faut rejoindre les autres. Il faut essayer de bien vivre avec les époux ou épouses. L'appel que je peux lancer au gouvernement pour alléger les prix de traitement d'infertilité, il faut que le gouvernement prenne en charge les couples qui ont ce problème, parce que les prix sont exorbitants. Aussi, nous demandons à ce que les cartes mutuelles, que les traitements d'infertilité soient mis sur la carte mutuelle. Comme ça peut alléger les prix. La Banque de la République du Burundi déplore l'attitude de certaines institutions financières qui n'accueillent pas correctement
leur clientèle qui requiert leurs services, ce qui fait qu'ils s'observent toujours des files d'attente. Le directeur des systèmes de paiement à la Banque centrale, Libert Douimana, a évoqué également un problème d'interopérabilité entre banques commerciales et institutions de microfinance au niveau de tous les secteurs, mais il garde espoir cependant qu'avec les évolutions de la technologie financière et les projets de la Banque centrale pour l'an 2026, que tout cela va s'arranger. Suivez Libert Douimana. La Banque centrale est partie de ces défis qu'on observe aujourd'hui parce qu'il y a un problème aussi d'interopérabilité au niveau de tous les secteurs. La Banque centrale a entamé son processus de digitalisation du secteur financier. C'est pourquoi vous voyez, avec cette étape, la Banque centrale a adapté son système de paiement actuel à la norme internationale qui va permettre aussi l'intégration de ces autres plateformes modernes permettant la digitalisation de l'économie du secteur financier. Donc ça veut dire qu'avec cette étape, c'est une étape majeure qui va faciliter que ce soit l'intégration de ces plateformes digitales, que ce soit aussi l'intégration régionale et internationale. Donc ça veut dire qu'à partir de ça, donc la Banque centrale, elle part de ces défis, elle part aussi de ces évolutions technologiques, de ces évolutions de la technologie financière aussi, pour essayer de mettre en place des plateformes qui vont permettre à la population de pouvoir quitter ce problème de file d'attente. Donc il y a beaucoup de projets qui sont à la Banque centrale. Cette année 2026, il y aura beaucoup de changements au niveau du secteur financier pour avoir un système financier moderne. Libert Douimana, il est le directeur des systèmes de paiement à la Banque de la République du Burundi. Droit pour clore cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. L'officier de police judiciaire peut saisir des objets et interpeller des présumés auteurs d'une infraction pendant son enquête préliminaire, comme prévu par les articles 13 jusqu'à 19 du Code de procédure pénale burundais en vigueur depuis 2018. Dans la rédaction de la radio Indundi Culture vous fait découvrir le contenu depuis quelque temps. Ces articles accordent néanmoins la possibilité aux présumés auteurs de reconnaître, parapher ou marquer ces objets saisis. Dieudonné Nuanzi-Gamier nous fait le point. L'article 13 par lequel les OPJ doivent procéder à la saisie ou qu'il se trouve des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tout autre qui pourrait servir à la conviction ou à décharger. Les objets saisis sont présentés au détenteur s'il est présent à l'effet de les reconnaître ou s'il y a lieu de les parapher ou de les marquer. Un procès verbal de saisie qui décrit les objets saisis doit être produit et est signé par le détenteur. S'il est absent, mention n'est faite sur le procès verbal selon toujours l'article 13 et l'article 15 prévoit que lorsque l'infraction qui a fait l'objet d'enquête est punissable d'un an de servitude pénale au moins et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque son identité est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente s'il existe des indices sérieux de culpabilité. La durée de rétention est limitée au temps du transport nécessaire et ne peut en aucun cas excéder 36 heures. Et pour toute infraction punissable d'au moins d'un an de servitude pénale et que l'OPJ estime qu'à raison des circonstances, la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation. Il invite alors l'auteur présumé de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans dépasser le maximum de l'amende encourue. Selon l'article 13, le procès verbal est relatif à l'infraction, à la saisie et confiscation ainsi qu'à l'interpellation est transmis à un officier du ministère public qui décide de la suite à donner à ce dossier selon l'article 18 et 19 de ce code. Il peut décider de poursuivre le présumé dans un délai ne dépassant pas un mois, sinon l'action publique est définitivement éteinte. Le paiement de l'amende transactionnelle n'implique ni reconnaissance ni présomption de culpabilité ou l'imputabilité et ne peut être invoqué devant une juridiction pénale ou civile. C'est ainsi que nous venons au terme de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci auditrices et auditeurs de nous avoir prêté une oreille attentive. Claria Karundiye. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.